Bonjour, je m'appelle Caroline Naomé et je suis référendaire à la Cour de justice. Là, je conseille toujours d'aller du plus simple au plus complexe. Alors du plus simple, d'abord ce sont les exigences formelles. Est-ce que le pourvoi a été introduit dans le délai, donc un délai de 2 mois, et pour bien calculer le délai, il faut prendre en considération les règles relatives aux notifications, significations qui se trouvent dans le règlement de procédure du tribunal. Il faut voir s'il est correctement signé, et on ne met pas un tampon. On ne met pas il faut également que la signature soit la même que si on l'a envoyé par fax, celle qui se trouvait sur le fax. La question de savoir est-ce que le requérant est représenté par un avocat. Alors même si le requérant est lui-même avocat, il doit être représenté par un avocat indépendant, donc le requérant ne peut pas se représenter lui-même. Et par exemple, s'il y a un pourvoi incident, est-ce qu'il a été introduit par acte séparé? Ça, je dirais que ce sont vraiment des conditions formelles. Dans la plupart des cas, c'est le greffe qui va plutôt détecter ce genre d'irrecevabilité et immédiatement alerter les cabinets, le président de la Cour, le premier avocat général, en disant écoutez, il y a un pourvoi, mais il semble que ça ne va pas sur le plan formel et qu'on pourrait peut-être le rejeter par une ordonnance sans même notifier, sans traduire le pourvoi. Maintenant, ensuite, indépendamment de ces éléments formels, il faut déjà se demander est-ce qu'il est dirigé contre une décision du tribunal. Bon, qu'est-ce qu'une décision du tribunal? Je dirais que ça c'est quand même quelque chose d'assez complexe, mais il faut également que ce soit une décision attaquable. Par exemple, une décision d'administration du tribunal ou une décision ordonnant des mesures d'instruction ne sont pas des décisions attaquables. Donc, il faut une décision, il faut que ce soit un acte attaquable, et puis ensuite on peut se tourner vers le requérant et se demander est-ce qu'il a qualité pour agir, et aussi est-ce qu'il a un intérêt à agir. Sans intérêt, pas d'action. C'est un principe qui se trouve en quelque sorte exprimé dans le statut de la Cour, mais qui est simplement une application d'un principe général. Une fois qu'on a examiné le pourvoi, on peut examiner les moyens. Et je dirais que la première chose, première cause d'irrecevabilité, c'est quand on ne parvient même pas à lire le moyen. Le moyen est illisible, incompréhensible. Et alors là, dans un tel cas, c'est l'exceptio oscuri libelli. Vraiment, on peut considérer que le moyen est incompréhensible et ne permet pas à la Cour de prendre position. Ça, c'est vraiment quand c'est tout à fait illisible. Mais il y a également dans la jurisprudence des exigences de précision. Il faut tout de même que le moyen soit précis, qu'on indique les points de la décision attaquée et qu'on critique de façon précise ce que le tribunal a dit. C'est vrai que dans certains cas, j'ai déjà vu des pourvois qui n'indiquent absolument pas à quel quel est l'élément de l'arrêt du tribunal qu'on critique. Alors quand c'est un pourvoi dans un cartel, c'est un arrêt qui fait 120 pages, ce n'est pas facile du tout d'aller retrouver le point qui est critiqué, et d'autant plus qu'il faut se rendre compte que chez nous, nous avons des difficultés de traduction. Donc cette personne a rédigé dans une langue et la traduction ne correspond peut-être pas tout à fait aux mots que le tribunal a utilisés. Donc, enfin, il faut quand même avoir un minimum de précision parce que parfois c'est tout à fait difficile de comprendre et c'est une sorte d'obligation formelle parce que ce n'est pas ça serait discriminatoire que les petits pourvois, on parvienne toujours à identifier, tandis que dans les pourvois contre des gros arrêts, parfois on est tout à fait perdu et on ne parvient pas à voir exactement quelle est la partie de l'arrêt qui est critiquée. Donc pour les petits ou pour les grands, je pense qu'il y a une obligation de précision dans le libellé des moyens. Maintenant, il faut se demander également, est-ce qu'on est bien dans un moyen de pourvoi? Est-ce qu'on critique bien l'arrêt du tribunal parce qu'il a fait quelque chose et quel est vraiment ce qu'il n'a pas bien fait? Car si on vient simplement pour aller reproduire des moyens qui contestent une décision administrative, on n'est pas dans un pourvoi, on est dans une sorte d'appel. Il y a également des requérants qui font de nouvelles demandes
au lieu de critiquer et de demander l'annulation, ils demandent autre chose. Ils ont fait une demande, par exemple, en annulation, et maintenant ils demandent des dommages et intérêts. Donc il faut bien vérifier, se trouve-t-on dans une question de pourvoi? Et puis, il y a également cette irrecevabilité relative au fait. Est-ce qu'on critique bien des éléments de droit ou bien est-ce qu'on demande une nouvelle appréciation des faits? Alors, c'est vrai que par cette demande d'appréciation, par des demandes d'appréciation de droit, on parvient en quelque sorte à contourner cette interdiction de demander de nouvelles appréciations de faits. Par exemple, on va invoquer comme moyen le tribunal a mal motivé son arrêt, ou bien la décision administrative est mal motivée, ou bien le tribunal n'a pas respecté les critères de preuve requis dans une telle matière, etc. Mais là, de temps en temps, si vraiment on critique des éléments de fait, même déguisés sous ces moyens de droit, la Cour va requalifier et la Cour va rejeter ces éléments comme irrecevables. Pour cela, je vais tout de même me référer à l'article 56 du statut de la Cour, sinon je risque d'en oublier. Je dirais qu'il faut distinguer trois catégories de pourvoi. Il y a d'abord le pourvoi ordinaire, ensuite un pourvoi en matière de référé et un pourvoi contre des décisions relatives à des interventions. Le pourvoi ordinaire, la règle de base est que peut introduire un pourvoi toute partie ayant partiellement ou entièrement succombé en ses conclusions. C'est une formule assez complexe qui a été utilisée par la Cour dans certains cas, et notamment en ce qui concerne le pourvoi contre la décision de recevabilité d'un recours. Par exemple, c'était une affaire où le tribunal avait admis un recours dont une personne contestait la recevabilité, la commission contestait la recevabilité du recours, le tribunal a statué au fond, mais a rejeté le recours. Alors la personne qui contestait, la commission qui contestait la recevabilité du recours, disait « mais je n'ai pas envie, dans tous les mêmes recours, de devoir subir une procédure devant le tribunal, car je considère que ce n'est pas recevable et de toute façon, au fond, je considère que ça n'aboutira jamais à rien ». Et la Cour, dans une affaire T-Mobile Austria, a accepté notamment cette recevabilité du pourvoi dirigé uniquement contre la décision de recevabilité du recours, pourvoi donc introduit par une institution qui n'avait pas vraiment un intérêt à un pourvoi quant au fond du litige. Elle avait intérêt en quelque sorte à ce que la Cour établisse un principe relatif à la recevabilité d'un recours de cette matière-là. Il faut avoir participé à la procédure de première instance et pas seulement avoir son nom sur l'arrêt. Ça, c'est une petite particularité de la propriété intellectuelle. De temps en temps, une partie est mentionnée, mais elle n'est pas venue présenter des observations. Donc là, elle ne peut pas faire un pourvoi. Il faut en plus avoir été recevable, et ça je fais allusion à une jurisprudence du tribunal qu'on appelle une jurisprudence CIRFS, qui est que quand il y a un ensemble de requérants, il suffit qu'il y en ait l'un ou l'autre qui soit recevable pour que le tribunal s'occupe de l'affaire sans aller se pencher sur la question de recevabilité. Mais bien sûr, pour faire un pourvoi, il faut être parmi ceux qui étaient vraiment recevables. Donc la question de la recevabilité peut se débattre au niveau de la Cour de justice. Bien sûr, il ne faut pas prendre la formule à la lettre, car s'il faut avoir partiellement ou succombé en ses conclusions, encore faut-il avoir conclu. Or, si le tribunal a statué ultra petita, ça veut dire qu'on n'avait pas conclu sur la décision que l'on veut contester. Donc, bien sûr, on peut introduire, faire un pourvoi contre une décision en reprochant au tribunal d'avoir statué ultra petita. Et bien sûr, c'est une décision qui ne correspond pas à des conclusions qu'on avait formées. Alors, ceux qui étaient intervenants, les intervenants ordinaires, donc de temps en temps c'est un concurrent qui intervient, ils ont un critère restrictif, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent introduire un pourvoi que si la décision les affecte directement.
c'est assez limité. Il y a un petit peu de jurisprudence, je crois qu'il y a 2 ou 3 affaires de jurisprudence, mais il faut bien se rendre compte que déjà, les interventions sont particulièrement limitées dans la jurisprudence de la Cour et dans les règles du traité. Alors en ce qui concerne les États membres, ils se sont vus reconnaître des privilèges, puisque, ainsi que je l'ai indiqué plus tôt, ils ont la possibilité d'introduire un pourvoi, même s'ils n'étaient pas en première instance, même s'ils n'étaient pas intervenants en première instance. C'est une règle donc, qui avait fait l'objet de discussions lors de la création du pourvoi. On avait pris certaines règles qui permettent tout de même de satisfaire un peu les parties au recours en tant que tel, c'est-à-dire que la Cour peut protéger les parties en maintenant les effets, en limitant les effets de sa décision, et aussi on avait limité ces pourvois des États membres en disant qu'ils ne pouvaient pas faire ça en matière de fonction publique. Mais ce sont des règles qui existent, mais en réalité, comme je l'ai indiqué, il n'y a qu'un seul arrêt sur un pourvoi introduit par un État membre qui n'était pas devant le tribunal en première instance, qui est une affaire comme Africa. En ce qui concerne le pourvoi contre les décisions de référé, il peut être introduit par toutes les personnes qui ont perdu dans les matières de référé. Mais en ce qui concerne le pourvoi contre les décisions en matière d'intervention, il faut se rendre compte que ce n'est autorisé que contre les décisions refusant des interventions. Or, il est possible qu'une partie ne soit pas très contente d'une décision qui accepte une intervention en disant « je n'ai pas du tout envie que mon concurrent intervienne dans mon affaire devant le tribunal ». Il vient là peut-être simplement pour avoir connaissance de mes secrets d'affaires ou pour m'ennuyer, etc. Et là, des pourvois contre des décisions acceptant des interventions ne sont pas prévus par le statut de la Cour, c'est uniquement des pourvois contre des décisions de refus d'intervention. Je dirais que tout d'abord, c'est un peu comme pour ceux qui rédigent des observations dans une affaire préjudicielle. Il faut se rendre compte qu'à la Cour, ce ne sont pas toujours des francophones qui lisent les documents. Ce sont des gens de divers ordres juridiques et qui parlent, dont la langue maternelle est différente. Donc je pense qu'il faut demander surtout beaucoup de clarté et de la simplicité dans l'écriture. Essayer d'éviter les termes techniques, par exemple, on parle toujours de l'inopérant, il y en a qui ont des difficultés à comprendre, il suffit de dire, de développer un raisonnement en disant, écoutez, en faisant cela, on ne parvient pas à annuler l'arrêt du tribunal. Donc la simplicité est écrite de façon particulièrement claire. Maintenant, je ne vais pas expliquer dans le détail comment utiliser des moyens de droit pour s'efforcer de contester des appréciations de fait. On en trouve déjà beaucoup dans la jurisprudence. Je dirais tout de même qu'il faut faire attention à quelques petits éléments, notamment il y a encore quelques petites choses qui manquent dans le règlement de procédure. Je donne l'exemple de la demande de faire un mémoire en réplique. En principe, ce n'est que le requérant qui peut demander à faire un mémoire en réplique. Or, il y a des cas où c'est une personne ayant déposé un mémoire en réponse qui souhaite pouvoir répondre à un autre mémoire en réponse, car tous ceux qui présentent des mémoires en réponse ne sont pas toujours dans le même camp. Parfois, ils s'opposent. Donc là, il faut, quand on se rend compte qu'il faut déposer un mémoire, avoir une audience ou quoi, il faut toujours démontrer par un argument fondé sur les droits de la défense qu'on n'a pas eu l'occasion de présenter un argument, une réponse. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Le dernier élément particulièrement important que je soulignerai, c'est n'oubliez pas, premièrement, que la Cour va, si elle casse, vraisemblablement évoquer, en tout cas statistiquement,
c'est de l'ordre de 70%. Donc il faut faire particulièrement attention à cela. Dans la refonte du règlement de procédure, on a dit aux parties, faites particulièrement attention à cela, veuillez préciser exactement ce que vous souhaitez, et si vous souhaitez que la Cour évoque elle-même ou donner des justifications, donc le mieux c'est vraiment que les parties se rendent compte de ce qui peut se passer si la Cour fait droit au pourvoi et qu'elles expriment leurs souhaits en les motivant. Donc il faut vraiment qu'elles réfléchissent et qu'elles se demandent ce qu'elles souhaitent. Il y a également, bien sûr, parmi les éléments à prendre en considération pour cela, le fait qu'on peut être renvoyé devant les mêmes juges qui pourraient statuer à nouveau sur un point qui n'a pas été discuté dans le cadre du pourvoi. Et s'ils statuent à nouveau, si ce sont les mêmes juges, il est possible qu'ils confirment ce qu'ils ont dit la première fois. Donc tout ça, ce sont des éléments particulièrement importants qui sont spécifiques peut-être à notre cour de justice et au pourvoi devant notre cour. Donc si je devais donner un conseil, c'est également de faire fort attention à ces éléments-là.